Paris le 15 juin 2025, alors que l'horloge affichait 14h30. Sous les verrières élégantes du Grand Palais, là où le luxe se murmure plus qu'il ne se proclame le Gotha de la mode mondiale, assistait à un spectacle aussi hypnotique que dérangeant. Sur le catwalk, une collection provoquait des regards partagés entre fascination malsaine et répulsion assumée. Des silhouettes avançaient lentement vêtues comme des détenues rayures bleu pâle et blanc sale, crâne rasé à nuffères symboliques aux chevilles. Une esthétique directement calquée sur l'imaginaire brutal des méga-prisons salvadoriennes. Personne, absolument personne n'aurait parié qu'un défilé de haute couture deviendrait l'étincelle d'un affrontement diplomatique majeur le plus violent entre Paris et l'Amérique latine depuis des générations. Et pourtant, c'est bien ce qui se jouait en coulisses. Au cœur de la tourmente, deux figures que tout opposait. D'un côté, Sébastien Lecornu, fraîchement propulsé à la tête de la diplomatie française, incarnation policée d'un pouvoir institutionnel sûr de ses principes. De l'autre, Nayib Bukele, président millénial du Salvador, stratège numérique assumé, homme sans complexe ni crainte, habitué à avancer sans demander la permission. Ce jour-là, sans le savoir encore, le monde venait d'assister au premier acte d'un duel politique où la mode, les droits humains et l'ego national allaient se télescoper avec fracas. Dans les gradins VIP du défilé Lecornu observait la scène avec un mélange de dégoût et d'indignation. À ses côtés, l'ambassadeur du Salvador en France, Carlos Mendoza, semblait profondément gêné par ce spectacle qui transformait la souffrance de son pays en divertissement parisien. « Monsieur l'ambassadeur, murmura Lecornu, j'espère que votre gouvernement comprend que la France ne peut cautionner cette mise en scène de la répression. » Mendoza acquiesça nerveusement. « Monsieur le ministre, je vais immédiatement rapporter vos préoccupations à San Salvador. » Mais Lecornu n'en resta pas là. Sortant du défilé, il convoqua immédiatement les journalistes présents pour une déclaration improvisée qui allait mettre le feu aux poudres. « Ce que nous venons de voir ici, déclara-t-il face aux caméras de BFM TV et de France 24, est une insulte aux droits humains les plus élémentaires. Utiliser l'image des prisonniers salvadoriens comme inspiration pour un défilé de mode parisien, c'est trivialiser la souffrance humaine, la transformer en spectacle, ce qui devrait nous horrifier. » Les journalistes notaient frénétiquement. Lecornu continua sa voix se faisant plus ferme. La France terre des droits de l'homme ne peut rester silencieuse face aux violations systématiques des droits humains que représentent ces méga-prisons au Salvador. Monsieur Bukele peut impressionner certains avec ses méthodes autoritaires, mais nous croyons encore en la dignité humaine. Monsieur le ministre, l'interrompit une journaliste de France Inter, allez-vous prendre des mesures diplomatiques? La France va réexaminer ses relations avec le Salvador tant que ce pays continuera à bafouer les conventions internationales sur les droits humains. Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur ce qui se passe là-bas. Ces déclarations furent immédiatement reprises par toutes les chaînes d'information françaises et internationales. En quelques heures, les extraits circulaient sur tous les réseaux sociaux accompagnés des hashtags LecornuBukele et Paris humanitaire. Au palais présidentiel de San Salvador, il était 8h30 du matin. Quand Nayib Bukele, calme âgé de 44 ans, président du Salvador depuis, contrairement à son habitude de tweeter immédiatement ses réactions, Bukele resta silencieux pendant plusieurs heures, ce qui inquiéta son entourage. « Monsieur le Président, dit son conseiller en communication Ernesto Sanabria, les médias internationaux reprennent massivement les déclarations du ministre français. Comment souhaitez-vous répondre ?» Bukele leva les yeux de son téléphone, un sourire ironique aux lèvres. « Ernesto, préparez-moi une conférence de presse pour 16 heures et invite tous les médias internationaux présents au Salvador. » Quel sera le sujet, Monsieur le Président? Je vais donner une leçon de réalisme au ministre français. À 16 heures précises, heure locale Bukele, apparut devant un parterre de journalistes dans la salle de presse du palais présidentiel. Vêtu de sa casquette de baseball habituelle et d'un jean, il contrastait volontairement avec l'image guindée des diplomates européens. « Mesdames et messieurs, commença-t-il en espagnol, ses paroles étant traduites simultanément, j'ai appris que Monsieur Lecornu, le ministre français, était très préoccupé par nos prisons et nos prisonniers. » Il marqua une pause, son regard fixant directement la caméra. « Monsieur le ministre français semble penser que nous violons les droits humains en enfermant les criminels les plus dangereux d'Amérique centrale dans des conditions de sécurité maximale. » Bukele se leva et commença à marcher devant le pupitre comme il aimait le faire,
lors de ses interventions les plus percutantes. Alors j'ai une proposition très simple à faire à M. Lecornu et au gouvernement français. Le silence était total. Dans la salle de presse, les journalistes sentaient qu'ils assistaient à un moment historique. Si la France considère que notre traitement des membres du MS-13 de Barrio Dix-Huit et des autres organisations criminelles est inhumain, dit Boukelté, sa voix se faisant plus forte, si vous pensez que nous violons leurs droits, alors nous sommes prêts à vous les envoyer. L'effet fut immédiat. Les journalistes se redressèrent. Les caméras zoomèrent sur le visage déterminé du président salvadorien. « Oui, vous avez bien entendu, continua Boukelté. Je peux organiser un vol charter, un vol à sens unique, et déposer tous nos 75 000 prisonniers directement à l'aéroport Charles de Gaulle. Comme ça, la France pourra alors leur donner le traitement humain qu'elle juge approprié. » La salle explosa. Les journalistes criaient des questions. Les caméras s'agitaient, les téléphones sonnaient. Boukelté leva la main pour réclamer le silence. « Monsieur Lecornu, dit-il en regardant directement la caméra, vous qui donnez des leçons de droits humains depuis vos beaux salons parisiens, êtes-vous prêt à accueillir ces criminels dans vos banlieues? Êtes-vous prêt à expliquer aux familles françaises pourquoi vous préférez protéger les droits des assassins plutôt que ceux des victimes ?» Il marqua une pause. « Parce que c'est exactement ce que nous faisions avant. Nous respections les droits humains de ces criminels. Et vous savez ce qui se passait, ils tuaient 105 personnes par jour au Salvador. 105 personnes par jour, monsieur le ministre français. » Boukelté revint vers le pupitre, les mains posées fermement sur le bois. « Alors, voici ma proposition officielle au gouvernement français. Si vous voulez ces prisonniers, ils sont à vous. Je peux les mettre dans un avion demain matin. Mais ne venez plus jamais me donner de leçons sur les droits humains quand vous n'avez jamais eu à faire face à ce que nous avons vécu. » Monsieur le Président, cria un journaliste de CNN, êtes-vous sérieux? Allez-vous vraiment envoyer vos prisonniers en France? Boukelté sourit ce sourire mi-ironique, mi-déterminé, qui était devenu sa marque de fabrique. Essayez-moi. Donnez-moi juste l'accord de Monsieur Lecornu et je commence les préparatifs cet après-midi. Les images de cette conférence de presse firent le tour du monde en quelques minutes. Sur Twitter, le hashtag Bukele Challenge devint rapidement viral accompagné de mèmes et de commentaires enflammés à Paris. Il était 23 heures quand Lecornu, réveillé par son chef de cabinet, découvrit l'ampleur de la crise qu'il venait de déclencher. « Monsieur le ministre, dit nerveusement Pierre Dubois, le président Boukel vient de vous proposer publiquement d'envoyer 75 000 prisonniers en France. Les réseaux sociaux sont en ébullition. L'Élysée demande des explications. » Lecornu, encore en pyjama dans son appartement ministériel, regardait les extraits de la conférence de presse sur son téléphone. « Bon, il ne peut pas être sérieux, murmura-t-il. Mais ces déclarations faisaient déjà la une de tous les médias latino-américains. Bukele était en train de devenir un héros populaire. Lecornu comprit immédiatement qu'il venait de commettre une erreur majeure. En s'attaquant à Boukelté, il avait déclenché une riposte qu'il n'avait pas anticipée. Le président salvadorien venait de retourner complètement la situation en le mettant face à ses contradictions. Le lendemain matin, l'affaire Lecornu-Boukelté dominait tous les journaux français. Le Figaro titrait « Lecornu provoque une crise diplomatique avec le Salvador ». Le Monde analysait quand la diplomatie française se heurtait au populisme latino-américain. Libération questionnait droits humains qui a raison entre Lecornu et Boukel. Pendant ce temps, le maître de la communication digitale alimentait le feu avec des tweets percutants. « Monsieur Sébastien Lecornu, nous attendons toujours votre réponse. L'avion est prêt. Vos banlieues sont-elles prêtes pour nos victimes de violation des droits humains? » Puis, encore, la France qui donne des leçons de droits humains au Salvador, c'est comme si la Corée du Nord donnait des leçons de démocratie à la Suisse. Et enfin, message personnel à Monsieur Lecornu, venez passer une semaine dans nos prisons. Après, on rediscutera des droits humains de nos prisonniers. Chaque tweet était retweeté des milliers de fois, générant des vagues de commentaires et de mèmes. L'opinion publique internationale se divisait clairement. D'un côté, les défenseurs des droits humains soutenaient Lecornu. De l'autre, une majorité grandissante admirait la répartie de Bukele. Dans son bureau du quai d'Orsay, Lecornu tentait de limiter les dégâts. Il avait convoqué une réunion de crise avec ses conseillers diplomatiques.
Monsieur le ministre, expliquait son directeur de cabinet, nous devons répondre rapidement. Le silence est interprété comme une faiblesse. Que propose notre ambassade à San Salvador? L'ambassadeur recommande une désescalade. Il suggère de préciser que vos critiques portaient sur le défilé parisien, pas sur la politique salvadorienne. Les cornus secouent la tête. C'est trop tard pour reculer, cela paraîtrait lâche. Alors que proposez-vous? Les cornus réfléchit quelques instants. Nous allons hausser le ton. Préparez-moi une déclaration ferme sur les valeurs démocratiques. L'après-midi même, le cornu organisait sa propre conférence de presse au Quai d'Orsay. Face aux journalistes français et internationaux, il adopta un ton solennel. « La France ne se laissera pas intimider par les provocations de dirigeants autoritaires », déclara-t-il. Quand un président utilise la rhétorique de la menace pour éviter de répondre aux critiques légitimes sur les droits humains, il montre sa vraie nature. M. Bukele peut faire tous les tweets qu'il veut, peut organiser toutes les provocations qu'il souhaite. La France continuera à défendre les valeurs démocratiques et les droits humains partout dans le monde. Mais au lieu de calmer la situation, cette déclaration eut l'effet inverse. Bukele y vit une nouvelle provocation et décida d'élever encore le niveau. Le soir même, depuis son bureau présidentiel, il organisait un live Instagram suivi par plus de 2 millions de personnes en direct. « Mes amis, dit-il face à la caméra, Monsieur le Cornu vient de me traiter de dirigeant autoritaire. Vous savez ce qu'est autoritaire, laisser les criminels terroriser la population pendant des décennies ?» Il se leva et marcha vers une carte du Salvador accrochée au mur. « Regardez ces chiffres. Avant notre arrivée au pouvoir, le Salvador avait le taux d'homicide le plus élevé au monde, 105 morts par jour. Nos mères ne pouvaient pas sortir de chez elles. Nos enfants ne pouvaient pas aller à l'école. » Il revint face à la caméra. « Et aujourd'hui, nous sommes le pays le plus sûr d'Amérique latine. Grâce à quoi? Grâce à nos violations des droits humains. Alors oui, monsieur le Cornu, je suis autoritaire avec les criminels et je suis fier de l'être. Nos citoyens honnêtes méritent de vivre sans peur. » Puis il ajouta avec un sourire ironique, « Mais l'offre tient toujours. Si la France veut nos prisonniers, elle peut les avoir. Je commence même à penser que ce serait un beau cadeau pour l'Europe. Vous pourrez expérimenter vos théories sur les droits humains en pratique. » Cette intervention en direct fut vue par des millions de personnes dans le monde entier et partagée massivement. Bukele venait de transformer une crise diplomatique en spectacle médiatique global et il était clairement en train de gagner la bataille de l'opinion publique. Aux États-Unis, de nombreux politiciens conservateurs commencèrent à soutenir publiquement Bukele. Donald Trump Jr. tweeta « Bukele a raison, les gauchistes européens donnent des leçons depuis leur tour d'ivoire sans jamais affronter la réalité. » En Amérique latine, le soutien à Bukele était encore plus massif. Les présidents de plusieurs pays exprimèrent leur solidarité avec le Salvador. Le président colombien déclara « Bukele a eu le courage de dire ce que beaucoup d'entre nous pensent sur l'hypocrisie européenne. » Face à cette vague de soutien international pour Bukele le Cornu, comprit qu'il était en train de perdre cette bataille diplomatique. Pire encore, il commençait à recevoir des critiques au sein même du gouvernement français. Le Premier ministre le convoqua pour une réunion d'urgence. « Sébastien, cette affaire Bukele est en train de devenir un problème majeur. Les sondages montrent que 60% des Français comprennent la position du président salvadorien. » « Comment est-ce possible ?» demanda le Cornu stupéfait. Parce que les Français aussi ont peur de la criminalité. Quand ils voient Bukele expliquer qu'il a arrêté 105 morts par jour, ils se disent qu'il a peut-être raison. Mais enfin, nous ne pouvons pas cautionner des violations des droits humains. Le Salvador est passé du pays le plus dangereux au monde au plus sûr d'Amérique latine. C'est un fait. L'Écornu quitta cette réunion complètement démoralisé. Il avait voulu faire une sortie médiatique sur les droits humains et s'était retrouvé pris au piège par un président qu'il avait sous-estimé. Le soir même, Bukele portait les estocades finales. Dans un nouveau tweet, il écrivait « Mise à jour pour Monsieur le Cornu. J'ai vérifié avec nos compagnies aériennes. Nous pouvons organiser 150 vols pour transporter nos 75 000 prisonniers vers Paris. Coût estimé 50 millions de dollars. La France paiera le transport de ses futurs résidents. » Ce tweet généra plus de 500 000 retweets en 24 heures et devint l'un des tweets politiques les plus partagés de l'année.
Une semaine après le début de cette crise, Le Cornu était contraint de reconnaître sa défaite. Dans un communiqué sobre, le Quai d'Orsay annonça que la France respectait la souveraineté du Salvador dans la gestion de ses affaires intérieures et que les relations diplomatiques entre les deux pays restaient cordiales. Bukele, magnanime dans la victoire, répondit par un simple tweet « Merci, monsieur Le Cornu. L'invitation à visiter nos prisons reste ouverte, mais maintenant vous payez votre billet d'avion. » Cette affaire marqua un tournant dans la carrière de Le Cornu. Pour la première fois depuis sa montée en puissance politique, il avait été publiquement humilié par un adversaire qu'il avait sous-estimé. Mais pour Bukele, c'était une victoire totale. Il avait non seulement repoussé les critiques françaises, mais il était devenu une star internationale admirée par des millions de personnes qui voyaient en lui un leader capable de tenir tête à l'establishment européen. Mais l'affaire était loin d'être terminée. Ce que ni Le Cornu ni Bukele n'imaginaient, c'est que cette guerre des mots allait avoir des conséquences bien réelles sur le terrain. 3 jours après la défaite diplomatique de Le Cornu, un événement inattendu relança totalement la crise. À l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, un vol en provenance de San Salvador atterrissait avec à son bord 47 ressortissants salvadoriens expulsés de France pour diverses infractions, ce qui était une procédure administrative habituelle mais qui prit soudain une dimension politique explosive quand l'un des expulsés, Carlos El Flaco Ramirez, membre présumé du MS-13, déclara à un journaliste salvadorien venu couvrir l'arrivée « Merci monsieur Le Cornu de nous avoir renvoyés chez nous. Maintenant, on sait ce que pense la France des Salvadoriens. » Bukele, toujours à l'affût d'une opportunité médiatique, saisit immédiatement la balle au bond. Dans une conférence de presse organisée directement sur le tarmac de l'aéroport de San Salvador, il accueillit personnellement les expulsés. « Regardez cette ironie !» déclara-t-il face aux caméras. « Monsieur Le Cornu critique nos prisons, mais il nous renvoie ses propres criminels. La France expulse, mais nous serions les violateurs des droits humains. » Il se tourna vers Carlos Ramirez, mené entre 2 policiers salvadoriens. « Carlos, dis-moi comment étaient tes conditions de détention en France. » « Monsieur le Président, répondit Ramirez avec un sourire narquois, en France, j'avais ma propre cellule, la télévision 3 repas par jour et je pouvais appeler ma famille tous les jours. Bukele fit mine d'être étonné. Ah vraiment, et maintenant que tu es chez nous. Maintenant je vais dans vos méga-prisons que monsieur Le Cornu trouve si terribles. Parfait, dit Bukele en regardant directement la caméra. Carlos va pouvoir comparer personnellement le système français et le système salvadorien. Je propose à monsieur Le Cornu de venir interviewer Carlos dans 6 mois pour voir lequel des 2 systèmes l'a le mieux réhabilité. Cette séquence filmée en direct et diffusée sur toutes les chaînes du Salvador fit sensation. Bukele venait encore une fois de retourner la situation, transformant les expulsions françaises en une nouvelle occasion d'attaquer Le Cornu à Paris. Dans son bureau du Quai d'Orsay, Le Cornu regardait les images avec un sentiment d'impuissance grandissant. Comment fait-il, demanda-t-il à ses conseillers, comment arrive-t-il à transformer chaque situation à son avantage? Monsieur le ministre, répondit son directeur de la communication, Bukele maîtrise parfaitement les codes de la communication moderne. Il transforme la politique en spectacle permanent. Et nous, que pouvons-nous faire? Rien. Chaque fois que nous répondons, nous tombons dans son piège. Il nous entraîne sur son terrain. Mais Le Cornu n'était pas homme à baisser les bras facilement. Il décida de changer de stratégie et de porter le débat sur un terrain qui lui était plus favorable, les institutions internationales. Le lendemain, lors d'une session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies à Genève, Le Cornu prononça un discours remarqué sur les dérives populistes en Amérique latine. « Mesdames et messieurs les délégués, déclara-t-il depuis la tribune, nous assistons aujourd'hui à une remise en cause dangereuse des valeurs universelles des droits humains par certains dirigeants qui utilisent que la communication digitale pour légitimer l'illégitime. » Il ne nomma pas explicitement Bukele, mais tout le monde comprit. Nous ne pouvons pas accepter que la lutte contre la criminalité serve de prétexte à la violation systématique des droits fondamentaux. Nous ne pouvons pas accepter que la popularité sur les réseaux sociaux remplace le respect du droit international. Ce discours fut applaudi par les délégations européennes et occidentales. Les Cornu pensaient avoir enfin repris l'initiative. Ils n'avaient pas compté sur la réactivité de Bukele.
Quelques heures après le discours de Genève, le président salvadorien organisait une session spéciale du Parlement de son pays pour répondre directement aux accusations de Lecornu. Monsieur Lecornu vient de m'accuser devant l'ONU de violer les droits humains, déclara Bukele devant les députés salvadoriens réunis en session extraordinaire. Je vais lui répondre avec des chiffres, des vrais. Il se dirigea vers un grand écran installé spécialement pour l'occasion, affichant les statistiques officielles. Avant notre politique de sécurité, 105 homicides par jour au Salvador. Après notre politique, 5 homicides par jour. Il fit défiler d'autres graphiques, moins de kidnapping, moins de viols, moins de cambriolage, moins de violence. Puis il se tourna vers les caméras. Monsieur Lecornu, expliquez-moi qu'est-ce qui viole le plus les droits humains. Enfermer des criminels dans des prisons sécurisées ou laisser ces criminels tuer 5 personnes par jour, 5 morts par jour, monsieur le ministre français. C'est comme si un Boeing 737 s'écrasait chaque jour au Salvador tous les jours pendant des années et nous avons arrêté ces crashs. Il marqua une pause dramatique. Alors maintenant, vous allez me dire que j'ai tort de sauver des vies parce que je ne respecte pas les standards européens des prisons. L'Assemblée salvadorienne explosa en applaudissements. Bukele leva la main pour réclamer le silence. Mais j'ai une autre proposition pour Monsieur Lecornu. Puisqu'il pense que nos méthodes sont mauvaises, je l'invite officiellement à venir passer 1 mois au Salvador. 1 mois complet. Il sourit de son sourire malicieux habituel. Les 2 premières semaines, Monsieur Lecornu vivra dans un quartier d'avant notre arrivée au pouvoir quand les gangs contrôlaient tout. Les 2 semaines suivantes, il vivra dans le même quartier aujourd'hui libéré des gangs. Après ça, il pourra nous dire s'il préfère la version droits humains d'avant ou la version violation des droits humains d'aujourd'hui. Cette intervention parlementaire fut retransmise en direct sur toutes les chaînes salvadoriennes et latino-américaines. Sur les réseaux sociaux, la proposition de Bukele à Lecornu de venir tester le Salvador devint immédiatement virale. Le hashtag Lecornu Challenge Salvador accumula plus d'1 million de mentions et des milliers d'internautes du monde entier défiaient Lecornu d'accepter l'invitation de Bukele. Pire encore pour Lecornu, plusieurs personnalités européennes commencèrent publiquement à questionner sa position. Matteo Salvini, leader de la Ligue italienne, tweeta « Bukele a raison. L'Europe donne des leçons mais n'obtient aucun résultat contre la criminalité. » Marine Le Pen déclara dans un entretien « Il faut reconnaître que les méthodes de Bukele fonctionnent. Nos banlieues auraient besoin d'un peu de fermeté Salvador. » Paris, le 15 juin 2025, alors que l'horloge affichait 14h30. Sous les verrières élégantes du Grand Palais, là où le luxe se murmure plus qu'il ne... Paris, le 15 juin 2025, alors que l'horloge affichait 14h30. Sous les verrières élégantes du Grand Palais, là où le luxe se murmure plus qu'il ne se proclame le Gotha de la mode mondiale, assistait à un spectacle aussi hypnotique que dérangeant. Sur le catwalk, une collection provoquait des regards partagés entre fascination malsaine et répulsion assumée. Des silhouettes avançaient lentement vêtues comme des détenus rayures bleu pâle et blanc sale, crâne rasé à nuffères symboliques aux chevilles. Une esthétique directement calquée sur l'imaginaire brutal des mégaprisons salvadoriennes. Personne, absolument personne n'aurait parié qu'un défilé de haute couture deviendrait l'étincelle d'un affrontement diplomatique majeur le plus violent entre Paris et l'Amérique latine depuis des générations. Et pourtant, c'est bien ce qui se jouait en coulisses. Au cœur de la tourmente, 2 figures que tout opposait. D'un côté, Sébastien Lecornu, fraîchement propulsé à la tête de la diplomatie française, incarnation policée d'un pouvoir institutionnel sûr de ses principes. De l'autre, Nayib Bukele, président millénial du Salvador, stratège numérique assumé, homme sans complexe ni crainte, habitué à avancer sans demander la permission. Ce jour-là, sans le savoir encore, le monde venait d'assister au premier acte d'un duel politique où la mode, les droits humains et l'ego national allaient se télescoper avec fracas. Dans les gradins VIP du défilé Lecornu observait la scène avec un mélange de dégoût et d'indignation. À ses côtés, l'ambassadeur du Salvador en France, Carlos Mendoza, semblait profondément gêné par ce spectacle qui transformait la souffrance de son pays en divertissement parisien. « Monsieur l'ambassadeur, murmura Lecornu, j'espère que votre gouvernement comprend que la France ne peut cautionner cette mise en scène de la répression. » Mendoza acquiesça nerveusement. « Monsieur le ministre, je vais immédiatement rapporter vos préoccupations à San Salvador.
Mais l'écornu n'en resta pas là. Sortant du défilé, il convoqua immédiatement les journalistes présents pour une déclaration improvisée qui allait mettre le feu aux poudres. Ce que nous venons de voir ici, déclara-t-il face aux caméras de BFM TV et de France 24, est une insulte aux droits humains les plus élémentaires. Utiliser l'image des prisonniers salvadoriens comme inspiration pour un défilé de mode parisien, c'est trivialiser la souffrance humaine, la transformer en spectacle, ce qui devrait nous horrifier. Les journalistes notaient frénétiquement. Lecornu continua sa voix se faisant plus ferme. La France terre des droits de l'homme ne peut rester silencieuse face aux violations systématiques des droits humains que représentent ces méga-prisons au Salvador. Monsieur Bukele peut impressionner certains avec ses méthodes autoritaires, mais nous croyons encore en la dignité humaine. Monsieur le ministre, l'interrompit une journaliste de France Inter, allez-vous prendre des mesures diplomatiques? La France va réexaminer ses relations avec le Salvador tant que ce pays continuera à bafouer les conventions internationales sur les droits humains. Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur ce qui se passe là-bas. Ces déclarations furent immédiatement reprises par toutes les chaînes d'information françaises et internationales. En quelques heures, les extraits circulaient sur tous les réseaux sociaux accompagnés des hashtags LeCornu-Bukele et Paris humanitaire. Au palais présidentiel de San Salvador, il était 8h30 du matin, quand Nayib Bukele, calme âgé de 44 ans, président du Salvador depuis, contrairement à son habitude de tweeter immédiatement ses réactions, Bukele resta silencieux pendant plusieurs heures, ce qui inquiéta son entourage. « Monsieur le Président », dit son conseiller en communication Ernesto Sanabria, les médias internationaux reprennent massivement les déclarations du ministre français. Comment souhaitez-vous répondre? Bukele leva les yeux de son téléphone, un sourire ironique aux lèvres. Ernesto, préparez-moi une conférence de presse pour 16 heures et invite tous les médias internationaux présents au Salvador. Tout sera le sujet, Monsieur le Président. Je vais donner une leçon de réalisme au ministre français. À 16 heures précises, heure locale Bukele, apparu devant un parterre de journalistes dans la salle de presse du palais présidentiel. Vêtu de sa casquette de baseball habituelle et d'un jean, il contrastait volontairement avec l'image guindée des diplomates européens. « Mesdames et messieurs », commença-t-il en espagnol, ses paroles étant traduites simultanément, « j'ai appris que Monsieur Lecornu, le ministre français, était très préoccupé par nos prisons et nos prisonniers. » Il marqua une pause, son regard fixant directement la caméra. Monsieur le ministre français semble penser que nous violons les droits humains en enfermant les criminels les plus dangereux d'Amérique centrale dans des conditions de sécurité maximale. Bukele se leva et commença à marcher devant le pupitre comme il aimait le faire lors de ses interventions les plus percutantes. Alors j'ai une proposition très simple à faire à Monsieur Lecornu et au gouvernement français. Le silence était total. Dans la salle de presse, les journalistes sentaient qu'ils assistaient à un moment historique. Si la France considère que notre traitement des membres du MS-13 de Barrio Dix-Huit et des autres organisations criminelles est inhumain, dit Bukele, sa voix se faisant plus forte, si vous pensez que nous violons leurs droits, alors nous sommes prêts à vous les envoyer. L'effet fut immédiat. Les journalistes se redressèrent. Les caméras zoomèrent sur le visage déterminé du président salvadorien. « Oui, vous avez bien entendu, » continua Bukele. « Je peux organiser un vol charter, un vol à sens unique, et déposer tous nos 75 000 prisonniers directement à l'aéroport Charles de Gaulle. Comme ça, la France pourra alors leur donner le traitement humain qu'elle juge approprié. » La salle explosa. Les journalistes criaient des questions. Les caméras s'agitaient, les téléphones sonnaient. Bukele leva la main pour réclamer le silence. « Monsieur Lecornu, dit-il en regardant directement la caméra, vous qui donnez des leçons de droits humains depuis vos beaux salons parisiens, êtes-vous prêt à accueillir ces criminels dans vos banlieues? Êtes-vous prêt à expliquer aux familles françaises pourquoi vous préférez protéger les droits des assassins plutôt que ceux des victimes? » Il marqua une pause. « Parce que c'est exactement ce que nous faisions avant. Nous respections les droits humains de ces criminels. Et vous savez ce qui se passait, ils tuaient 105 personnes par jour au Salvador. 105 personnes par jour, monsieur le ministre français. » Bukele revint vers le pupitre, les mains posées fermement sur le bois.
Alors, voici ma proposition officielle au gouvernement français. Si vous voulez ces prisonniers, ils sont à vous. Je peux les mettre dans un avion demain matin. Mais ne venez plus jamais me donner de leçons sur les droits humains quand vous n'avez jamais eu à faire face à ce que nous avons vécu. Et que en y est question. Monsieur le Président, cria un journaliste de CNN, êtes-vous sérieux? Allez-vous vraiment envoyer vos prisonniers en France? Boukelté sourit ce sourire mi-ironique, mi-déterminé, qui était devenu sa marque de fabrique. Essayez-moi. Donnez-moi juste l'accord de Monsieur Le Cornu et je commence les préparatifs cet après-midi. Les images de cette conférence de presse firent le tour du monde en quelques minutes. Sur Twitter, le hashtag Bukele Challenge devint rapidement viral accompagné de mèmes et de commentaires enflammés à Paris. Il était 23 heures quand Le Cornu, réveillé par son chef de cabinet, découvrit l'ampleur de la crise qu'il venait de déclencher. « Monsieur le ministre, dit nerveusement Pierre Dubois, le président Boukel vient de vous proposer publiquement d'envoyer 75 000 prisonniers en France. Les réseaux sociaux sont en ébullition. L'Élysée demande des explications.